C'est ça qui est intéressant aussi dans ces rencontres, c'est de croiser, finalement une vision terrain et une vision un peu plus parfois, stratégique ou politique. J'ai le plaisir du coup, nous lancer sur ce qu'on appelle nous un regard croisé. Alors un regard croisé, c'est quand 2 personnes croisent leurs regards pour essayer de du coup, évoquer un sujet. Ouais, c'était très subtil et donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on a la chance du coup, de pouvoir accueillir Jocelyn Lachance qui du coup, est un socio-anthropologue. Jocelyn, je te laisserai peut-être repréciser cette notion, qui a beaucoup travaillé sur la question, de la parentalité numérique et qu'on a eu plaisir d'ailleurs d'accueillir il y a 2 ans, sur Super Demain. Nous, on a une autre chance au sein de Fréquence École, c'est qu'on a internalisé un pôle recherche, qui nous permet de pouvoir bénéficier, d'un travail, d'interrogation permanent, mais aussi très productif et qui nous permet de consolider, nos postures, mais par ailleurs, peut-être aussi parfois de repenser les finalités de notre travail ou les manières qui permettent de le mener et donc on a beaucoup de chance aussi d'avoir avec nous Pauline Reboul, qui, d'ailleurs est passée par la métropole fut un temps à l'époque de ton doctorat et qui, est maintenant, docteure en sciences de l'information et de la communication et responsable du pôle recherche de Fréquence École. En gros, on va essayer d'aborder, 4 questions, très finalement, est-ce que le numérique, c'est un sujet spécifique de la parentalité? C'est une question importante. Est-ce que c'est un sujet de société, majeur? Certainement, mais est-ce qu'il faut l'appréhender de manière, spécifique? Ça, c'est la première question qu'on va essayer de se poser. On va se reposer une question très importante sur la réalité des besoins. Vous savez, il y a les attentes, il y a les besoins, il y a parfois ce que nous aussi, nous pensons qu'il est bon de faire ou de ne pas faire. Je vous renvoie à ce sujet, sur un article qui est sorti hier, une tribune sur Le Monde, au sujet de la parentalité des familles populaires. Et enfin, on se posera la question finalement en tant que professionnel, comment est-ce qu'on peut, doit, en tout cas agir et qu'est-ce qu'on doit changer dans la manière, dont nous intervenons et puis, finalement, comment est-ce qu'on apprend à être un peu, dans le lâcher prise sur un certain nombre de sujets ou en tout cas, ce sera peut-être la partie la plus politique de cette rencontre. Comment est-ce qu'on vient interroger en tout cas notre rapport au contrôle? Voilà. On démarre sur ce regard croisé, c'est Pauline qui ouvre et merci encore, c'est parti, c'est à eux. L'idée, c'était qu'on ait, chacun nos regards un peu spécifiques. Donc Jocelyn va, vraiment, intervenir avec, sa connaissance, des besoins, des expériences, du vécu, des familles et des adolescents. Et moi, je vais, apporter, en fait, un peu notre regard au sein de Fréquence École en termes de conception. Donc on va vraiment avoir ce dialogue entre, finalement, l'approche compréhensive que tu mènes, enfin que tu déploies et puis, l'approche plus d'ingénierie ou de recherche et développement qui est la nôtre. Hem, du coup, je lance la première question, puis tu pourras peut-être préciser un certain nombre de choses. La 1re question, tu l'as dit, c'est finalement, est-ce que, la parentalité parler de parentalité numérique, c'est bien légitime? Jocelyn, tu parles de parentalité à l'ère du numérique. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire un mot à part pour, finalement, parler de la relation entre, les parents et la question du numérique? C'est une question qu'on se pose souvent, nous, en interne, finalement. Est-ce que, le numérique, c'est pas un sujet comme un autre des questions de parentalité? Ou est-ce que c'est vraiment une question centrale? Hem, Nous, on a été, interpellés récemment par les travaux de Sonia Livingstone, on y reviendra, qui, travaille beaucoup sur cette question des usages, des pratiques, du numérique, des adolescents, et des familles et qui disait finalement, aujourd'hui, le numérique est matériellement tellement omniprésent dans notre, vécu quotidien, qu'effectivement, on peut considérer qu'il est en train de devenir une porte d'entrée centrale sur tout un tas de questions qui ne sont pas forcément, des questions du numérique. On y reviendra, mais du coup, j'avais envie d'initier cette discussion avec toi sur cette entrée-là et je te pose une question du coup. Quand on s'intéresse au vécu des familles, est-ce qu'on peut dire que le numérique constitue, un sujet à part entière pour elles? Voilà, comment est-ce que toi tu perçois ça? Merci pour cette introduction. Merci à toute l'organisation pour l'invitation. Donc effectivement, ça va me permettre de dire aussi quelques mots, pour me présenter. Quand on dit socio-anthropologue, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, rapidement, ça veut dire que personnellement, je m'intéresse depuis plusieurs années au temps long, c'est-à-dire à qu'est-ce qui change dans l'adolescence.
Autrement dit, est-ce qu'on devient adulte comme on devenait adulte il y a 20 ans, 40 ans, 100 ans, et cetera? Et pour travailler, ben, ça a été, évoqué. Je travaille principalement à partir du récit des jeunes et parfois du récit des parents. Donc, une approche qualitative et on s'intéresse au sens que les personnes donnent, à leur comportement. Alors donc, pour répondre, à ta première question, Pauline, effectivement, si on se pose la question: «Est-ce que finalement le numérique transforme radicalement, non, la parentalité?» Ben, rapidement, on se rend compte que c'est une question très difficile parce qu'au fond, le numérique va surtout venir amplifier ou renouveler les problématiques qu'on voyait déjà antérieurement. Et là, j'en vois 3 rapidement. Il y en a d'autres, mais qui me semblent les principales. Ben, la première chose, c'est que le numérique va rendre visibles des comportements qui étaient moins visibles auparavant chez les plus jeunes. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles traces qui sont laissées et donc ça pose la question aux parents de qu'est-ce que je fais de ces traces ou qu'est-ce que je fais de ce qui est rendu visible? Et ça, c'est une vraie question. Mais en même temps, si je vous posais la question, vous, quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous laissiez des traces de vos comportements, par exemple à risque? Ben, peut-être qu'on aurait, des exemples de choses que vous laissiez traîner dans des espaces physiques, dans votre chambre, et cetera, et se poser la question de vos parents: «Est-ce que je vais aller vers ces traces?» Aujourd'hui, il y a une multiplication des traces, une multiplication des choses qui sont rendues visibles par la photo, la vidéo et autres, et évidemment, ça vient interférer dans le rapport entre les parents et les jeunes. Un autre exemple, quand vous étiez autour de la table, quand vous étiez plus jeune, peut-être que vous aviez pas toujours envie d'être avec vos parents. Ben, aujourd'hui, les ados qui sont avec leurs parents peuvent le signifier en sortant leur téléphone et en signifiant qu'ils préféreraient être en contact avec des personnes extérieures. Donc ça, donc vous voyez, quand je donne cet exemple, tout de suite on se dit: «C'est pas quelque chose de complètement nouveau» et en même temps, on voit qu'il y a un renouvellement, une intensification de ce côté de rendre visibles des comportements dits problématiques. La deuxième chose, c'est la question de la séparation. La séparation parent-enfant, comme on le sait, elle est nécessaire. Elle n'est pas toujours facile et on sait aujourd'hui quand on travaille, par exemple, avec des gens qui vont côtoyer la petite enfance, on le sait que dès le départ, il y a des difficultés parfois des parents de défusionner, de vivre la séparation. Ben, aujourd'hui, à l'heure du numérique, vous l'avez compris, il y a un élément qui se rajoute, c'est la question de la connexion. Et donc le fait qu'on est toujours en contact avec nos enfants, pas seulement, comme vous le savez, entre nous aussi, le conjoint-conjointe, avec les collègues, avec les amis, et cetera. Mais le fait que les parents et les enfants sont connectés fait que l'expérience de séparation se complexifie parce qu'il faut faire un effort supplémentaire. Il faut faire un effort supplémentaire pour se laisser un peu d'espace. Disons-le autrement, quand vous étiez plus jeune, vous partiez, vous alliez faire la fête avec vos amis, vous saviez que vous aviez qu'à attendre de revenir pour raconter à vos parents et expliquer pourquoi vous étiez en retard. Aujourd'hui, là, les jeunes dans les entretiens, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ben, ils nous disent: «Il y a un problème parce que je dois faire un effort pour résister», mais les parents aussi doivent faire un effort pour résister et laisser leurs enfants vivre leur autonomie. Alors, il y a une autre chose qui se rajoute. Et le troisième point qui me semble important, et ça, c'est dit depuis longtemps par les anthropologues et les sociologues, c'est que la posture d'autorité des parents est mise à mal à partir du moment où les parents font l'expérience de leur ignorance face à leur enfant. Je m'explique. Vous êtes dans des sociétés de transmission à sens unique, les parents savent tout, entre guillemets. Et donc, les enfants n'ont rien à dire. Mais à partir du moment où vous faites empiriquement l'expérience que vos enfants savent des choses que vous ne savez pas, et bien, qu'est-ce que ça fait? Ça vient interférer dans la relation et ça vient mettre à mal la relation de transmission à sens unique pour l'amener vers une relation de partage de pouvoir. Société de négociation, si vous êtes parent, ça vous dit quelque chose, bien entendu. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec le numérique? Donc, ce n'est pas nouveau encore là, parce que les anthropologues parlent de ce problème depuis déjà 40 ans, mais le numérique ajoute une couche parce qu'effectivement, on peut faire l'expérience de son ignorance par rapport aux plus jeunes quand ils savent des choses qu'on ne sait pas, des choses qu'ils savent faire, mais aussi les codes, c'est-à-dire des lectures, des manières de vivre le numérique, des manières d'y donner du sens auxquelles nous, on est un peu départagés. Alors, voyez, je prends ces exemples pour dire quoi? Finalement, le foyer des générations, l'anthropologue Margaret Mead en parle depuis longtemps, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que vous avez connu aussi avec vos propres parents. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le numérique vient cristalliser un peu toutes les questions autour de ce fossé de génération et le rend plus visible et peut-être un peu plus intense. Et évidemment, les parents donc doivent négocier avec tout ça dans le quotidien.
Et ça renvoie à ce que Pauline a dit, en citant Sonia Livingston, c'est que finalement, on a l'impression que tout passe par le numérique parce que ça vient exprimer finalement des problématiques qu'on rencontre dans la parentalité de tous les jours. Mais la question, c'est est-ce que c'est à l'origine des problématiques de parentalité? Là, vous voyez que le débat se complexifie, hein. Merci beaucoup. Hem, du coup, je vais, moi, vous raconter comment est-ce que, cette question-là, elle vient un petit peu orienter, nos, oui, nos projets de conception et puis peut-être que Jocelyn, si tu as envie de rebondir sur, la manière dont on l'a traduit dans notre ingénierie, je te redonnerai, la parole. Hem, Nous, en fait, le travail de Sonia Livingstone, il nous a interpellés, sur, le fait que finalement, du point de vue des parents, le numérique pouvait devenir finalement cette porte d'entrée sur tout un tas de questions et effectivement être, associé à une charge mentale, à une charge de la parentalité. Et on s'est dit que, c'était, peut-être intéressant de le rendre visible. Peut-être qu'ils le vivent sans forcément le conscientiser toujours. Et donc cette année dans la programmation de Super Demain, on a proposé un espace vraiment, dédié spécifiquement aux parents, et c'est un des panneaux, hein, qu'on leur propose. On essaye de leur montrer en quoi effectivement cette question du numérique vient, percoler tout un tas de sujets, d'expériences qui relèvent de leur, parentalité tout court. Donc effectivement, bah, le parent protecteur ou garde du corps, il est effectivement, interpellé par la question du numérique, mais le parent, soignant aussi peut l'être, le parent, qui accompagne la scolarité va l'être aussi puisque du coup, cette question, des outils, s'interface dans tous ces éléments-là. Donc ça, c'est finalement la 1re entrée, c'est de se dire, il faut peut-être, commencer par, montrer aux parents en quoi le numérique vient les interpeller. Mais ça suffit pas. En fait, effectivement, le risque, c'est de considérer que, en apportant des réponses sur la question du numérique, on va apporter des réponses à toutes les questions que se posent les parents et c'est pas le cas. Là, je vais essayer d'aller vite, mais, ça fait, 1 an qu'on essaye de comprendre, ce de quoi ont besoin les parents, pour être, mieux, bien, à l'aise, autonomes dans cette ère du numérique. Et donc du coup, on a un modèle pour essayer de le comprendre quand on les rencontre, quand on fait des entretiens. Il y a pas mal de démarches d'enquête qui sont mises en place. On essaye de comprendre déjà leur objectif, et pour comprendre leur objectif, ben, on leur demande de nous raconter des situations concrètes qu'ils vivent, qui interpellent d'une façon ou d'une autre le numérique. Et donc du coup, cet objectif, bah, il est forcément dans un contexte avec, une finalité et quelque chose qu'ils sont en train de faire et il est forcément, relié à des émotions. Donc là, vous commencez à avoir une idée un peu de notre approche de l'expérience parentale et puis, on s'est dit, bah, les besoins d'accompagnement, c'est finalement les ressources qu'eux cherchent directement. Parce que quand ils nous racontent ce qu'ils sont en train de faire, ils vont déjà chercher des ressources, des appuis, des connaissances. Et puis nous, on a imaginé peut-être d'autres types de ressources qu'ils identifient pas ou peut-être en creux parce qu'ils ont pas réussi à résoudre leurs problématiques. Donc voilà, ça c'était, j'avais besoin quand même de vous raconter, ça pour, enchaîner sur la diapo suivante, heu et vous montrer que quand on analyse les besoins avec ce modèle-là, ben, on se rend compte que dans les différentes situations qui sont, rapportées par les parents, eh bien, ils ont besoin de connaissances, de ressources qui sont très diversifiées et qui ne sont vraiment pas strictement, liées à la question de la culture numérique. Quand ils sont en difficulté, ou pas en difficulté, quand ils ont envie de réussir quelque chose avec, leurs enfants, bah, ils ont besoin de ressources, de connaissances qui, ont trait à la gestion des émotions et des relations. Ils ont besoin de ressources et de connaissances, qui relèvent de la capacité à traiter de l'information. C'est-à-dire, en fait, comment est-ce que je fais là, au milieu des conseils et des avis qui nous sont donnés sur la question du numérique pour me repérer, pour savoir quel point de vue, quel rapport d'expert est, pertinent ou pas. Et puis, on effectivement, ils ont besoin aussi de ressources qui relèvent de l'acculturation numérique, et qui, leur permettraient du coup de se sentir plus à l'aise
avec les pratiques et les expériences de leurs enfants. Voilà, c'est comme ça que nous, on pense cette question. C'est-à-dire que c'est effectivement un point d'entrée central, mais il ne résume pas du tout, tous les besoins que les parents, peuvent éprouver quand ils sont confrontés à la question du numérique. Est-ce que tu veux, rebondir, là-dessus, c'est ça? Oui, ben, j'aurais envie presque de rebondir sur la question des besoins, peut-être de continuer sur la question des besoins qui est la prochaine question. Je crois que tu voulais me poser sur le diapo parce que, dans ce que tu dis, en fait, c'est que finalement les parents ont souvent besoin de conscientiser la situation dans laquelle ils se passent parce que c'est assez complexe. C'est ça qu'on voit bien souvent et en fait, on se rend compte justement que les normes qui agissent les parents, ne sont pas toujours parfaitement conscientisées, mais et c'est à la croisée de plusieurs choses et je vais peut-être essayer de vous dire qu'est-ce que moi j'avais vu dans des enquêtes qualitatives et qui rejoignent, ce qui a été dit, précédemment et qui va faire le pont avec la suite aussi. Hem, ben, on se rend compte justement que les besoins des enfants et des parents sont pas les mêmes, hein. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on en discutait, heu, avec Pauline juste avant cet échange et on se rend bien compte que beaucoup de la recherche est beaucoup mise en avant sur la question des enfants, hein. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce que les enfants vivent? Qu'est-ce que les ados vivent? Et là, je suis très bien placé pour le savoir puisque c'est le cœur de mon travail. Mais quand on regarde du côté des parents, on se rend compte qu'ils sont agis par d'autres normes, d'autres choses. Et les grandes lignes qu'on peut décrire sont assez récurrentes. C'est-à-dire comment ils prennent des décisions pour réguler, le numérique, comment ils prennent des décisions pour poser des règles. Et donc, on se rend compte que c'est justement, ça n'a pas nécessairement de lien direct avec le numérique. C'est des visions beaucoup plus globales de leur rapport aux enfants et de leur rapport à l'éducation. Donc, la première chose, et on pourra en discuter pendant la période de questions, voir si ça vous parle ou non, c'est la question de la norme de l'occupationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se rend compte que les parents se sentent souvent responsables du temps libre de leurs enfants. Et ça, je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, qui ai grandi au Québec, mais je pense qu'en France, c'était la même chose, heu, c'était pas quelque chose qui était partagé par nos parents, voire par nos grands-parents. C'est-à-dire, ils se sentaient pas nécessairement responsables du temps libre des jeunes. Et aujourd'hui, on voit que ça a un lien avec la connexion parce que mettre son enfant devant un écran, c'est aussi une façon de l'occuper et ça revient dans les décisions. L'autre chose qu'on voit, c'est la peur de l'exclusion. Donc la peur, évidemment, que les parents se rendent compte qu'en interdisant l'accès à un smartphone ou à une plateforme ou à un jeu, qu'ils seront exclus de leur peur PAIRS. Et là, ici, ça complexifie la chose parce que vous le savez très bien, ce qui se passe, c'est que les enfants vont se servir de cette norme pour argumenter avec leurs parents et mettre la pression. Et donc, les parents se retrouvent des fois dans des espèces de conflits de loyauté entre ce qu'ils pensent fondamentalement de bon ou de mauvais pour eux, c'est-à-dire dans une perspective de sécuriser leurs enfants et en même temps dans le but de plaire à leurs enfants qui pourront justement, se socialiser. Donc ils ont l'impression d'être à la croisée, en fait. Et ensuite, il y a aussi la norme de l'éducatif, c'est-à-dire qu'on est dans une société éducative et de plus en plus les parents, et ça c'est pas une nouveau, considèrent que finalement un peu tout doit avoir une saveur éducative. Moi, je me souviens dans des entretiens, on se rend compte que les parents vont dire: «Oui, j'accepte que mon enfant fasse du sport, mais c'est au fond, c'est pour qu'il se sente un peu mieux, pour qu'il puisse continuer à retourner bien étudier, continuer à être dans des activités éducatives». Et donc ça joue parce que dans le discours des parents, on a toujours cette idée de qu'est-ce qui est le bon et le mauvais numérique. Hein, c'est-à-dire que le numérique est un outil éducatif et en même temps, il peut être mauvais. Et souvent, la question sur l'interdiction d'accès à certaines pratiques, c'est souvent lié à cette question de l'éducatif. Est-ce que c'est acceptable du point de vue éducatif ou est-ce qu'au contraire, c'est abrutissant? Et ça joue. Et donc, les parents se retrouvent à l'intersection de ces différentes normes et il s'agit d'une autre norme importante qui les concerne. On a mentionné le rapport au temps juste dans l'introduction avant le début de la conférence. C'est évidemment la recherche pour les parents d'un temps pour eux-mêmes. Et ça, c'est hyper important dans l'équation parce que la plupart des parents qu'on rencontre, ils ont tous mis des systèmes plus ou moins élaborés de règles. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont en commun malgré ces différences? Eh bien, ils ont en commun de nous parler des contraintes et surtout des exceptions, c'est-à-dire des moments où ils lèvent les règles. C'est-à-dire des moments où on dit: «Oui, je m'étais promis que le samedi après-midi, il y avait pas d'écran.
Mais il se trouve qu'enfin, j'ai un petit moment de repos, donc là, je laisse, c'est une exception, je laisse se connecter. Je donne jamais mon smartphone à mes enfants, mais il y a un bouchon et donc c'est long et je leur donne un petit moment et le meilleur cas qu'on a vu très souvent dans les entretiens, ça va peut-être vous faire sourire, mais enfin, on a un apéro, dînatoire qui se passe bien avec les voisins. On va reconnecter les enfants pour prendre un petit peu, de bon. C'est une façon un peu, ça paraît anecdotique, mais c'était revenu très souvent, c'est-à-dire que finalement, on se rend compte que le besoin d'un temps pour soi va jouer aussi dans l'équation de est-ce qu'on va finalement, oui ou non, reconnecter ou non les enfants? Et donc, quand on pose la question besoin, besoin des enfants, besoin des parents, ben, on se rend compte que d'un côté, les parents sont animés par une volonté de bien faire et d'être dans une société de l'éducation et de la socialisation, mais d'un côté, ça rentre en tension avec le fait qu'ils ont aussi besoin de souffler et qu'ils ont besoin d'un temps pour eux. Alors, vous voyez, le problème qui se pose, c'est qu'on peut rapidement imaginer qu'en fonction des familles, en fonction des contraintes, eh bien, on ne pourra pas nécessairement proposer les mêmes solutions parce que ça va être difficile à appliquer. Il faudrait complètement changer le rapport au temps des parents et là, ça devient un peu plus compliqué. Merci beaucoup. Hem, alors, en fait, cette question, elle est essentielle, à partir du moment où on se pose aussi la question des ressources. Hem, Quand on balaye un petit peu les ressources, autour de la parentalité numérique et quand on balaye, potentiellement aussi la programmation de Super Demain des années précédentes, on se rend compte que, bien souvent, on propose des ressources aux parents qui, en définitive, s'adressent directement à leurs enfants. Et en fait, on n'a pas toujours ce double niveau, finalement de la ressource faite pour les parents qui correspond à leurs besoins de parents et de la ressource faite pour les enfants qui correspond aux besoins, des enfants. Et ça nous a frappé l'année dernière, dans la mesure d'impact qu'on a fait autour de Super Demain et je vais faire un petit pas de côté pour, vous parler de l'outil, méthodologique qu'on utilise à Fréquence École pour faire de la conception. Ça s'appelle le LiveXD. Alors vous avez, certainement entendu parler de l'UXD et bien nous avons dépassé l'UXD, nous sommes passés au LiveXD. Ce que ça veut juste dire, c'est qu'en fait, ce qu'on essaye de penser quand on conçoit des ressources pour des parents ou pour des enfants, c'est, la familiarité qu'il peut y avoir entre le contexte de visite, le contexte de médiation, le contexte d'apprentissage et le contexte, de la maison. Et qu'en gros, l'expérience que les parents vont vivre à Super Demain, leur permettre de retrouver des repères, des éléments qui va les aider à, faire le lien avec ce qu'ils vivent à la maison. Voilà. Donc du coup, ce qui est important, c'est, de bien identifier ce qu'ils vivent à la maison et ce que sont ces expériences de vie numérique des parents. Donc tu peux, changer de diapo. Donc, ce cadre-là de l'expérience vécue, on l'a utilisé l'année dernière pour évaluer ce qui se passait pour les parents quand ils visitent, Super Demain. Donc je ne sais pas si vous étiez là, si vous avez vu, mais il y avait un espace de la programmation, celui des jeux vidéo que j'ai schématisé ici, dans lequel on a proposé à, 7 parents de, s'équiper de lunettes caméra qui sont là ici et ces petites lunettes caméra, ça nous a permis d'avoir accès à une trace de leur expérience et ensuite, cette trace de leur expérience, vous voyez là, on leur, proposait de la visionner pour qu'ils nous la commentent. Qui du coup, ils nous disent ce qu'ils ont vécu puisque du coup, nous, on a juste, une vidéo, on ne sait pas quel sens ils ont donné en fait à chaque moment. En fait, parfois des parents, vont regarder un film qui dure 20 minutes et puis il s'est pas passé grand chose pour eux. Ou parfois il s'est passé quelque chose toutes les 2 secondes. Vous voyez en fait la différence entre la trace et ce qui fait l'expérience. En fait, ce qui était très intéressant dans cette démarche, d'évaluation, c'était de se rendre compte du fait que le dispositif qu'on avait proposé n'avait pas été pensé pour les parents. Ou très, très peu et qu'en fait les parents, ils étaient là un peu à côté de quelque chose qui était, véritablement conçu pour les enfants, qui tenait compte de leurs pratiques, de leurs usages, de ce qu'ils ressentent. Il y avait un cube où, qui permettait aux enfants d'exprimer leurs ressentis, mais pas de scénario d'expérience pour les parents. Et on voit que, les parents, bah, ils sont très intéressés par les éléments, mais ils ne savent pas comment organiser les différents éléments,
de cet espace pour que ça produise un sens un peu constructif pour eux. Et donc du coup et là, je veux bien qu'on change de diapo. Cette idée d'expérience vécue, elle nous a permis de repenser de manière assez différente, cet espace jeux vidéo cette année. Vous allez pouvoir le voir tout à l'heure. Mais l'idée, c'était vraiment d'imaginer comment dire? Des indices dans l'espace qui permettent aux parents véritablement de faire le lien avec leur propre vécu, leurs propres besoins. Hem Et donc, par exemple, là, sur le cube, par exemple, là, ça, c'est le cube déplié, hein, mais on a fait un cube qui propose aux parents et aux enfants de partager leur expérience et pas uniquement aux enfants. Et puis, on a, en fait, du coup, des éléments qui, permettent aux parents de projeter ce qui va pouvoir se passer pour eux une fois qu'ils seront rentrés à la maison. Hem, donc voilà, enfin, c'est assez riche d'avoir repensé un petit peu la conception de cet espace en se disant qu'on avait 2 scénarios d'expérience à articuler. Le scénario d'expérience des enfants et le scénario d'expérience des parents. Et puis, peut-être dernière chose pour montrer en quoi ça nous a fait bouger cette histoire d'expérience vécue et de besoin des parents. Tu l'as juste là, devant toi, il est si tu veux le montrer et vous pourrez partir avec un exemplaire à la fin. Voilà. Donc en fait, on est en train de travailler sur, le guide pour les parents et c'est la manière dont on énonce des conseils. Et de la même manière, en fait, on s'est dit: «Bon, le guide, il s'adresse aux parents». Donc il faut que en fait, comment dire? L'enjeu s'adresse à ce que vit le parent. Le parent, ce qu'il vit, c'est des tensions à la maison. Mais effectivement, ça ne correspond pas forcément aux besoins de l'enfant. Donc on a essayé de formuler des phrases comme ça. Donc pour savoir comment réduire les conflits liés aux fins de partie, le besoin des parents, et permettre aux enfants de mieux articuler le temps de jeu avec le reste de leur vie, le besoin des enfants. Les parents ont besoin de et fait ça, cet effort un peu, systématique de bien dissocier dans nos actions de médiation ce qui relève du besoin des parents, ce qui relève du besoin des enfants. C'est, assez prometteur, c'est encore en train d'être, travaillé, mais c'est, assez structurant et on avait envie de le partager avec vous. On enchaîne peut-être du coup sur cette, 3e question. Je voulais, de quel type de conseils, les parents ont-ils besoin? Je vais te lancer. Je voulais juste faire référence à peut-être des choses qu'on a tendance à enfin, qu'on peut entendre, les uns les autres, quand, il est question des parents. En fait, au fond, on dit: «Non, mais c'est les parents qu'il faut éduquer, c'est pas les enfants». Et ça nous interpelle, en fait. Est-ce que, les parents, ont besoin d'être éduqués? Est-ce qu'on peut, en tant que professionnels adultes, avoir cette posture-là vis-à-vis, d'autres adultes responsables de leurs enfants? Ou en fait, les parents ont besoin d'aide? Et peut-être que c'est pas la même chose et je voulais, que tu, nous donnes ton sentiment. Finalement, toi, enfin ton sentiment et puis surtout ce que tu perçois, de quoi est-ce que les parents semblent avoir besoin quand tu, discutes avec eux? En termes d'aide, Ben, pardon. en fait, c'est intéressant parce que, toi, le travail que vous avez fait qui est très, très, judicieux parce que, qu'est-ce que vous faites finalement? C'est que vous prenez le temps de montrer qu'il y a des contraintes et qu'on ne peut pas arriver avec des protocoles tout faits qui s'appliqueraient à toutes les familles et à toutes les situations de notre coup. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est ce que vous avez commencé à faire en montrant que, ben, que les parents, ben, ils ont quand même eux aussi leur vision des choses, ils ont leurs contraintes et qu'ils ont besoin d'un espace de liberté. Et donc, c'est vrai que quand on parle de conseils, heu, moi, je trouve en tout cas qu'il faut respecter, j'ai envie de dire, l'espace d'autonomie des parents. Et ça, c'est pas un protocole tout fait qui va le permettre. Et en fait, on se rend compte que et quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait, bon, différentes normes qui traversaient les parents, il y a aussi, disons-le, il y a un côté de performance aussi qui les touche. C'est-à-dire être performant du point de vue de la parentalité. Vous savez, le regard des parents qui ont les uns sur les autres et qui s'évaluent en permanence. Et là, on se demande: «Est-ce que je suis un bon parent?» et cetera. Et les gens ils se discutent, ils échangent autour de ça. Il y a la société éducative que j'ai mentionnée tout à l'heure, mais il y a aussi l'idée qu'on est des personnes autonomes, donc il faut agir quelque part un peu selon, ou du moins avoir le sentiment d'agir selon ses valeurs, selon ce qu'on considère comme bon ou non pour ses enfants. Et donc ça peut être pris en compte lorsqu'on arrive avec nos conseils. D'autant plus que si on propose un protocole tout fait et trop, j'ai envie de dire, déterminé,
ce qu'on risque de faire, c'est de produire des choses un peu culpabilisantes. Parce qu'imaginez que vous proposez un protocole et vous dites: Ça fonctionne». Ben, la première chose qui se passe, c'est que vous avez des parents, des familles qui se retrouvent avec des contraintes qui fait qu'ils n'arrivent pas à appliquer le protocole proposé. Donc ils se disent: «Ah mais non, pourquoi moi je n'arrive pas à le faire alors que c'est un protocole, élaboré?» Et d'un autre côté, ça peut être culpabilisant parce qu'imaginez qu'il y a un protocole scientifique qu'on vous propose et là, vous essayez de l'appliquer puis ça ne fonctionne pas. Vous vous dites: «Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi ça fonctionne pour les autres et pas pour moi?» Et donc, c'est pour ça que, souvent, ce qui se passe, c'est ce que j'observe aussi et c'est ce que fait Fréquence École et d'autres, c'est que ce qui est important, c'est de leur donner des repères pour qu'ils puissent faire les meilleurs choix et entre ces repères, faire des choix personnels. Ça veut dire quoi concrètement? Moi, je pense que ça veut dire au moins 3 choses. On va les évoquer rapidement. La première chose, c'est de rendre lisibles les normes qui les agissent. Hein, c'est un petit peu ce qu'on disait, juste avant. Je vais donner un exemple. Je parlais une fois avec une, spécialiste de la petite enfance. Elle me disait que de plus en plus de parents de mères qui allaitent leurs enfants en regardant leur smartphone. Bon. Donc d'un côté, on peut être de l'extérieur et le juger. De l'autre côté, on peut se poser la question, mais finalement, qu'est-ce qui motive cette jeune maman à être connectée pendant, qu'elle allait? Alors, vous voyez, là, c'est une autre question, c'est-à-dire de se poser la question, mais est-ce qu'on peut leur donner les outils pour qu'ils réfléchissent à ce qui se joue? Peut-être qu'il y a un grand sentiment de solitude, peut-être qu'il y a quelque chose qui se joue. Donc ça, c'est une première chose, c'est de travailler avec les parents sur les normes qu'ils agissent, qu'ils habitent en tant qu'eux-mêmes, membres connectés, j'ai envie de dire, ou faisant des pratiques numériques. La deuxième chose, c'est d'essayer de mieux comprendre le sens que les jeunes donnent à leurs pratiques. Parce que les jeunes aussi, ils mettent de la signification derrière leurs pratiques et là, souvent, c'est d'amener les parents à se dire: «Écoutez, ce qui est le plus important, c'est pas nécessairement le numérique, mais ce sont les thématiques qui sont travaillées ou qui sont mises en scène à travers le numérique». Par exemple, je prends un exemple commun, il y a des productions de photos un petit peu limites, à caractère, avec la nudité et cetera. La question, c'est pas la photo, la production de photos, la question, c'est la question de l'intimité et du corps. Et donc, tout l'enjeu est de ramener les parents vers ce qui se joue, vers les thématiques sur lesquelles ils peuvent avoir des prises. Et puis la troisième chose, ben, c'est de prendre conscience du contexte de prise de décision. C'est un petit peu ce que j'ai dit avant, le contexte de prise de décision. C'est-à-dire que, par exemple, ben, sachant que vous pouvez téléphoner vos enfants en tout temps, est-ce qu'il faut pour autant les téléphoner? Qu'est-ce qui se joue quand je veux absolument recevoir un message de mon enfant qui est à distance, etc. Et donc, ce que je peux dire par expérience personnelle, mais je pense que vous le voyez aussi, tous ceux qui interviennent dans ces domaines, c'est que quand on travaille sur ces 3 points, en fait, l'effet que ça donne aux parents, ça leur redonne, ce qu'on appelle de l'empowerment. C'est-à-dire, ça leur redonne un petit peu le sentiment qu'ils peuvent agir. Parce qu'on voit des parents qui ont l'impression qu'ils devraient devenir des spécialistes de TikTok pour pouvoir agir, alors que finalement, depuis le début, Pauline et moi, de quoi on parle? On se dit: «Mais finalement, on parle d'identité, on parle de relations humaines, on parle de choses finalement qui ne sont pas complètement nouvelles» et donc ça peut redonner aux parents le sentiment qu'ils peuvent agir sur quelque chose sur lequel ils ont une certaine prise parce que c'est quand même la relation éducative. Donc la question, quel conseil? C'est plus finalement, presque quelle, orientation on peut donner en leur montrant qu'il existe des éléments qu'on peut prendre en compte dans la réflexion et ces éléments, ben, tout aussi bien, ce qu'eux, ils vivent en tant que parents, mais aussi ce que les jeunes vivent et qu'est-ce qui se joue, dans les pratiques numériques. Merci. Alors nous, on s'est posé cette question du type de conseil, dont les parents ont besoin, hem, en particulier, à la suite de cette étude dont je vous ai parlé là déjà tout à l'heure, qu'on a fait sur l'espace jeux vidéo. Parce qu'en fait, on donc il y a eu cette étude et puis derrière, on a fait, beaucoup d'entretiens avec des parents, donc des entretiens individuels autour des situations là dont je parle. Et ce qui, nous a frappé, je veux vraiment revenir sur juste l'analyse qu'on a fait avec mon collègue Laurent Hezer. Heu, sur l'espace jeux vidéo, les parents, on va dire qu'une expérience, elle se découpe un peu en 3 temps, enfin, dans le modèle qu'on utilise.
Il y a un premier temps où on est, finalement interpellé par quelque chose qu'on voit dans l'espace, qu'on sent, qu'on entend, et on est, d'une certaine manière ou déstabilisé ou alors on fait le lien avec une anticipation, avec, quelque chose qu'on veut, réussir à faire. Et puis il y a un deuxième temps qui est le temps de la circonscription, c'est-à-dire du coup on va se dire: «OK, qu'est-ce que j'ai déjà comme ressources personnelles, comme connaissances, comme, expériences passées, qui, peuvent m'aider là à, finalement aboutir, et prendre une nouvelle décision, soit qui va, valider une fois encore ce que je savais déjà ou qui va faire évoluer, ma représentation». On va dire ça comme ça. Heu et en fait, ce qu'on a vu sur cet espace, autour des jeux vidéo, c'est que les parents sont énormément interpellés par l'environnement qui est autour d'eux. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui les font réfléchir, des panneaux, une discussion avec, un médiateur, le nom du jeu, le fait que leur enfant joue à un jeu. Est-ce que c'est adapté? Est-ce que c'est pas adapté? Donc ça, c'est très, très riche dans leur expérience. Mais par contre, sur la phase de circonscription, celle du milieu, et ben il y a pas grand-chose. Il y a pas grand-chose parce que, il y a peu de connaissances et puis parce qu'on voit qu'il y a en fait une prédominance des normes. Le plus souvent, en fait, dans ces cas-là, ils se disent: «OK, que dit Peggy? OK, que dit, le 36912 que dit?» Et donc en fait, ils s'agrippent parce qu'ils sont, dans une insécurité importante, ils s'agrippent à la norme, et ils n'arrivent pas à construire, un sens qui est le leur autour de cette norme. Donc du coup, cette norme, elle est jamais complètement satisfaisante. On entend des parents en entretien qui disent, qui cherchent et qui cherchent et qui ne sont sans cesse en train de chercher de nouveaux conseils, mais finalement ça ne les apaise jamais. Ils se comparent beaucoup, ça aussi, c'était très présent dans les entretiens. Mais parce qu'au fond, la décision qu'ils prennent n'est jamais véritablement la leur. Et donc c'est un petit peu ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus. En tout cas, dans une logique, associative qui est celle de Fréquence École, qui est, de l'autonomie, de l'émancipation, de l'empowerment comme tu parlais. Ce qui est important, c'est quand même de permettre, aux individus, qu'ils soient enfants ou parents, de prendre leurs propres décisions. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour que des parents puissent prendre leurs propres décisions? Hem et bah, c'est, finalement leur proposer, découper une forme de logique où la plupart du temps, les conseils, formulent juste les décisions et formulent pas les raisonnements qui ont permis d'arriver à la décision. Donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est, de pas formuler de conseils sous la forme de décision, mais de, mettre en évidence, un cette continuité. C'est-à-dire, du coup, ce que je vis, le vécu, le besoin, l'enjeu et puis le type de connaissances qui pourrait permettre aux parents de prendre cette décision, éclairée. Donc là, c'est un exemple, issu du guide, de nouveau, sur cette histoire de conflits liés aux fins de partie. Et finalement, ce qui peut être intéressant pour les parents, c'est de comprendre pourquoi est-ce que quitter n'est pas si facile pour leurs enfants et puis, bah, peut-être de comprendre en quoi les jeux sont plus ou moins faciles à quitter, au regard de, finalement de l'attention qu'ils mobilisent chez les enfants. Et peut-être qu'en ayant ces nouvelles ressources, ces nouvelles connaissances, alors la décision sera plus facile et les parents vont pouvoir finalement construire leurs propres conseils. Donc ça, c'est, un travail qu'on a fait cette année et puis on va essayer quelque chose d'autre. Je veux bien que c'est finalement de ce cheminement-là, de le faire avec eux directement. Donc il y a un espace qui s'appelle «Et concrètement chez vous» et là, l'idée, c'est de vraiment voir si on peut modéliser un peu cette, oui, ce raisonnement avec les parents. Finalement, est-ce qu'on peut analyser avec eux la situation qu'ils vivent et est-ce qu'on peut produire avec eux, des conseils qui correspondent à leur vécu? Voilà, je voulais qu'on termine, cet échange sur, quelque chose de ouais, de vraiment important, qui est lié à la question des dispositifs de surveillance. C'est le point de départ, c'était ça. Hem En fait, on voit bien que dans, les pratiques des parents et en tout cas ceux que j'ai rencontrés, l'année dernière, la question de la surveillance est importante, parce qu'on leur propose des dispositifs de surveillance, les logiciels de contrôle parentaux en sont, parce que, la technologie rend possible, ce type de geste, et pourtant ça pose pas mal de questions d'un point de vue éducatif.
Et moi, je voulais que tu peut-être t'entendre sur, le type de raisonnement que tu, as perçu chez les parents autour de cette question de la surveillance. Comment est-ce qu'ils appréhendent, ce cette possibilité qui leur est offerte, cette obligation peut-être qu'ils, peuvent percevoir? Comment est-ce qu'ils dealent avec ça? Juste faire le pont avec, ce que tu as dit juste avant, l'important c'est la réflexivité. Donc, la question, c'est-à-dire la réflexivité de tes parents, c'est-à-dire les amener à réfléchir et quand on traite de la question de la surveillance, c'est la même chose. On va pas dire: «Ah, ne surveillez pas vos enfants, ne faites pas ci», mais peut-être que l'important, c'est de leur amener les éléments pour qu'ils puissent réfléchir au bien fondé de certains types de surveillance et puis il y a plusieurs choses qu'on peut dire. La première chose, c'est que finalement, quand, ça veut dire quand les enfants ou les ados se retrouvent dans un espace entre eux, à l'abri du regard des parents et que les parents viennent dans cet espace, ben, on assiste à un dessaisissement. Ça, on a toujours vu ça dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire les enfants, les ados se retrouvent dans des espaces, les adultes essayent de les surveiller et les enfants et les ados se déplacent et on l'a même vu dans le numérique, hein. Vous vous souvenez l'exemple de Facebook est bon, les ados sont arrivés sur Facebook, leurs parents sont arrivés et sont écoutés sur d'autres dispositifs et ça continue et je vais terminer juste avec un exemple qui va être court, mais qui nous montre un petit peu, peut-être, qu'est-ce que ça à quoi ça peut nous mener. Il y a quelques années, il y a une jeune fille en entretien dit qu'elle avait mis des photos de soirées festives, mais vous savez, sur une story ou sur un mur, donc sur un j'ai envie de dire sur une interface où il y a quand même un public plus ou moins grand qui peut récupérer des photos et c'est des photos de soirées festives. Donc, de mon point de vue, ben, qui peuvent être compromettantes, qui atteinte à la réputation s'ils sont rediffusés et je lui dis: «Mais pourquoi est-ce que tu fais ça?» Vous savez ce qu'elle me répond? Elle me dit ceci, elle me dit: «Un jour, je suis rentrée à la maison après être sortie, voilà, avec des amis. Mes parents m'attendaient et quand je suis arrivé, mes parents ont commencé à m'interroger». Donc, c'est rien de nouveau pour l'instant, des choses qu'on a peut-être connues nous-mêmes quand on était plus jeunes. Mais les parents lui ont demandé son téléphone parce qu'ils savent qu'elle prenait des photos. Ils ont été dans le répertoire photo, ils ont commencé à chercher, les photos de la soirée et ils ont zoomé sur les photos en disant: «C'est qui Libye? Ça, est-ce que c'est une cigarette? Et regarde, il y a des bouteilles vides» et cetera. Et ensuite, je lui ai demandé: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Et vous savez ce qu'elle a répondu? Elle a dit: «Ben, c'est simple, maintenant je fais 2 albums photos, j'en laisse un dans mon téléphone et les autres photos, je les envoie, sur Snapchat ou Instagram et mes amis les récupèrent». Et donc, je donne souvent cet exemple parce que vous voyez, là, vous avez un exemple concret d'une tentative, on va dire bienveillante. Moi, je ne suis pas dans la tête de ses parents, mais je pense qu'ils n'avaient pas de mauvaises intentions en tant que telles, peut-être pas. Ils voulaient juste, s'intéresser à leur jeune fille, mais en faisant ce geste de surveillance, qu'est-ce qu'ils fait? Ils ont provoqué sans le savoir, en fait, ben, une conduite à risque, vous voyez? Et et ça, c'est une chose importante, c'est de sensibiliser les parents au fait que la bonne distance, c'est important parce que ça peut créer parfois des comportements qu'on ne voudrait pas au final. Voilà, donc je termine avec cet exemple qui illustre assez bien, là, ce qui était dit jusqu'à maintenant. Mmh. Hem, Moi, je voulais du coup rebondir juste en présentant, les pistes qu'on envisage. Alors, toutes relèvent de cette fameuse enfin, de cette réflexivité-là, que tu as évoquée et finalement, comment est-ce qu'on peut, interpeller les parents, les sensibiliser à cette tension qu'il y a autour de l des pratiques de surveillance à des fins éducatives, alors même que, en gros, on est en train de finalement de contrevenir, à la protection de la vie privée de ses enfants quand on, le met en œuvre. Donc la première chose, c'est peut-être d'expliquer le droit, le fait que, les enfants ont des droits et parmi ces droits, il y a celui de ne pas être surveillé, et que c'est déjà pas mal de l'expliquer. Ce qu'on va essayer de faire là cette année, puisqu'on on travaille depuis 1 an avec la CNIL autour de cette question de la protection des données personnelles. Donc, Jennifer Elbaz sera là pour, présenter un certain nombre de ressources qu'on conçoit avec eux. Mais on va tenter, une forme assez simple, hein. Ce panneau, c'est, de la data vis, c'est-à-dire qu'en fait, on va inviter les parents à se positionner finalement sur un axe, d'une tension morale, autour de la surveillance des déplacements et l'idée, c'est de voir en fait quel type de débat, quel type d'argumentation, elle va pouvoir, mobiliser et tester avec les parents autour de ça. Puis il y a une autre, forme qu'on va tester,
qui est, finalement plus celle de projeter l'expérience dans le futur, de voir en fait finalement si, on essaye d'imaginer les services de demain en se posant cette question, des enjeux éthiques, là en l'occurrence de la protection de la vie privée. Est-ce que les parents arrivent à, finalement, faire un retour sur les usages qu'ils ont aujourd'hui, de façon plus facile, plus explicite. Donc bon, rendez-vous l'année prochaine pour vous raconter, ce que ça a donné. Hem, on voulait vous proposer des pistes, pour aller un petit peu plus loin. Je vais te laisser peut-être présenter, ces 2 ouvrages, Jocelyn? Ah oui, ben, je peux dire quelques mots. Bon oui, c'est donc, La famille connectée, ça reprend un petit peu, surtout ce que j'ai mentionné rapidement sur la connexion, mais on parle surtout dans cet ouvrage du pacte de connexion, c'est-à-dire le fait que les parents passent un contrat plus ou moins implicite avec leurs enfants sur, la fréquence des échanges attendus et surtout sur le délai de réponse, hein, je pense que ça nous parle tous. Et de dire comment ce pacte de connexion joue dans la relation parent-enfant. Et les images terroristes, là, on est plus sur le registre, finalement, de la réception des images, j'ai envie de dire de terreur au sens large. C'est un ouvrage qui avait été écrit, évidemment, dans la foulée des attentats de 2015. Alors, on va essayer de garder en effet 10 grosses minutes pour les questions. Pierre Moison, donc responsable de l'espace numérique par Dieu. Moi, je me pose la question, parfois on a du mal à faire venir des gens à des temps autour de la parentalité numérique. Donc se pose la question, voilà, comment on trouve des dispositifs qui permettent effectivement de toucher les personnes qui en ont le plus besoin. Et parce que parfois, peut-être les gens qui vont être présents sur les temps ne sont pas forcément ceux qui en ont le plus besoin. Merci pour cette question. C'est intéressant parce que la semaine dernière, j'étais dans des assises de la parentalité et on se posait exactement la même question. C'est une question qui est récurrente et qui est légitime. Et vous savez quoi? On s'est rendu compte en discutant qu'on s'est peut-être pas assez posé de la représentation qu'ont les parents de ce que ce que l'on offre comme, voyez, comme atelier, café, conférence. Et en ce qui me concerne, par rapport aux conférences, est-ce qu'au fond, on n'est pas confronté à un problème de représentation de qu'est-ce qu'on offre finalement? Et on s'est rendu compte en discutant qu'on ne le sait pas et moi, j'ai l'impression qu'il faudrait presque déjà une recherche pour vérifier comment les parents de différents milieux, avec, différentes vies, perçoivent ce qu'on leur propose, ce qu'on leur fiche déjà et ensuite, s'il faudrait pas, genre, une communication plus générale. Parce qu'au fond, on retrouve ce que vous disiez, ce problème-là, on le retrouve sur tous les territoires partout où c'est toujours les gens concernés qui viennent vers nous. Mais on n'a pas fait le travail intermédiaire de vérifier, mais finalement, qu'est-ce qui fait qu'ils viennent pas? Est-ce que finalement, il y a quelque chose dans l'offre ou dans l'affichage de cette offre qui fait qu'ils viennent pas? Et donc, voilà, moi, j'ai l'impression que ça devrait être un projet de recherche en tant que tel pour mieux comprendre, pourquoi on va pas chercher certains publics. Du coup, je suis en train de me demander si, s'il faut pas le faire ensemble. Pauline, peut-être une réponse sur ce point? En fait, je pense que, dans la question que vous avez posée, il y a cette phrase, finalement, comment est-ce qu'on fait pour avoir les parents qui, finalement, ont le plus besoin de venir à ce moment-là? Peut-être que ça, il faut le remettre en question. C'est-à-dire que, effectivement, vous avez enfin, on a souvent une représentation de ces parents qui ont le plus de besoins et peut-être qu'elle est pas tout à fait, solide. Et je pense qu'effectivement, j'allais, dans cette direction-là. Il est important qu'on comprenne mieux ce dont les parents ont besoin et en dépassant finalement cet enjeu de répondre aux besoins des enfants. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Là, on est, enfin, on se focalise sur cette nécessité de toucher tous les parents parce qu'on imagine que les enfants ont de gros besoins. Il faut qu'on prenne le temps de mieux comprendre ce que sont les besoins des parents et ce qui fait que, ils vont avoir l'impression qu'on leur fait une offre qui répond à leurs attentes. Ce que tu dis, c'est qu'en fait, un parent qui pense qu'il a pas de souci de régulation, par exemple, du temps, et qu'il a pas identifié comme un problème pour lui, en fait, une conférence qui lui permettrait de penser, la place du temps dans la vie des enfants, en fait, c'est pas son sujet. Mmh. Et peut-être qu'il a d'autres besoins et qu'on l'a pas identifié. J'aurais une question, j'ai un point aveugle dans le débat là. J'ai noté effectivement, qu'on a un problème de représentation, qu'il y a les normes, on se compare, et puis on dit les parents, hein. On parle toujours sur les effets, ils ont des difficultés.
mais on parle jamais des causes, ou en tout cas remonter en amont. C'est la question des groupes sociaux, c'est-à-dire que les parents, ils appartiennent à des groupes sociaux. S'ils font des normes, s'ils essaient de se comparer, c'est par rapport à leur groupe. Or, je trouve, un peu, ça me manque le fait que de se dire: «On n'agit pas pareil avec les mêmes types de parents». C'est pas les parents groupés, ils sont différents et surtout socialement, si on prend cette vision, il y a des ouvriers, on a en France 20 d'ouvriers, on a 31 d'employés, encore plus chez les femmes que chez les hommes, ainsi de suite. Et le fait d'appartenir à des groupes sociaux, on est dans des normes, donc si on veut arriver à travailler des parents, si on veut arriver à les faire venir, bah, il faut, comme dans le marketing, viser les cibles et descendre suffisamment bas dans les cibles. Alors, d'autorité, on m'a dit que je prenais la parole en premier. Donc en fait, je pense que la question que tu poses, me permet juste de préciser, la réponse qu'on vient de donner. C'est-à-dire, en fait, dans la compréhension des besoins des parents, il y a ce degré de finesse-là qu'il faut obtenir et qu'effectivement, on n'a pas suffisamment. En tout cas, nous, c'est sûr. Ça fait partie Prends des notes, Jocelyn, pour ses futurs travaux de recherche, mais donc on l'a entendu. enfin, ça fait partie des résultats de l'étude qu'on a fait l'année dernière. C'est qu'en fait, on n'a pas suffisamment de données qui, spécifient les besoins en fonction de critères sociaux, démographiques. Donc on s'y attelle, et c'est pour ça que tu l'entends pas. En tout cas Et on a un dans mon indicateur discours, mais quand je ne même. sais pas ce que peut en dire Jocelyn. On a quand même un indicateur sur lequel je voudrais revenir. Il y a beaucoup de centres sociaux qui avaient été mobilisés sur la journée de super demain avec des groupes de familles issus des quartiers populaires et on a eu pas mal d'annulations parce que les parents ne se sont pas certainement mobilisés. En tout cas, on ne sait pas où est le problème, mais ça vient dire quelque chose aussi, peut-être, d'un travail spécifique à adresser, en tout cas dans les mois qui viennent, c'est sûr, sur les aspects sociaux. Alors, ça tombe bien, on a un socio-anthropologue. Qu'est-ce qu'il en dit, le socio-anthropologue? Oui, merci. Non, il y a 2 éléments que j'ai envie de dire rapidement. La 1re, c'est oui, ça permet d'approfondir ce qu'on a dit juste avant. C'est que, vous savez, quand on interpelle les gens à venir dans des espaces, il y a aussi le rapport au savoir et envie de dire même au scolaire de manière plus générale. C'est-à-dire que si vous dites: «Allez, venez dans une conférence ou venez dans tel truc», il y a des parents qui, pour eux, ça leur rappelle probablement, c'est une hypothèse, faudrait vérifier, mais ça leur rappelle ici l'institution scolaire, ils ont peut-être pas une très bonne expérience et souvenirs de l'institution scolaire. Ça, c'est un élément et ça peut être lié à certains milieux sociaux à vérifier. Mais l'autre aspect qui me semble important aussi, c'est les parcours de connexion des parents, c'est-à-dire quelles sont leurs expériences de la connexion et quelles sont leurs expériences des pratiques publiques. On dit souvent maintenant les parents, les jeunes parents sont connectés et cetera, mais ils n'ont pas les mêmes usages et donc en fonction des usages qu'ils ont, en fonction de comment ils se représentent la connexion, ils verront pas aussi les pratiques numériques de leurs enfants comme des problématiques, au même niveau et ça me semble aussi important que ce que vous avez dit sur le milieu social. C'est dans les parcours de connexion des parents aussi qu'il faudrait mieux comprendre. Mélanie Le Torec, collègue de Pierre Moison à la bibliothèque de la Pardieu, en recherche numérique. Oui, en fait, pour rebondir sur, ce que vient de dire, Jocelyn Lachance, nous, on avait mené une enquête sur la parentalité numérique en qualitative en décembre 2021 de mémoire, avec 40 parents qu'on avait interrogés pendant 3 heures, enfin, pas nous, hein, mais une collègue de Jocelyn qui s'appelle Evelyne Barthou et donc il les avait interrogés sur leur rapport à la parentalité numérique, donc des enfants de tout âge et ce qui était vraiment étonnant, c'est que il y avait vraiment un télescopage des normes parce que, on les interrogeait dans un contexte de bibliothèque et donc ce qu'ils nous ont renvoyé alors qu'ils avaient des usages manifestement très étendus du numérique, c'est qu'en gros, le numérique, ça pouvait pas être en bibliothèque. Parce que dans leur image de ce qu'était une bibliothèque, c'était la bibliothèque d'Harry Potter, c'était du bois, c'était du silence, c'était tout ce qui n'existait pas en bibliothèque et même des gens qui fréquentaient des bibliothèques ultra fréquentées du réseau, le 6e, la Cassagne, qui ont parfois 90 décibels de bruit, ils nous disaient: «Non, en fait, ces bibliothèques, elles devraient être calmes» et et nous, on leur disait: «Bah, OK, on on note». Mais aujourd'hui, c'était pas ça, en fait, le contexte d'utilisation du numérique en bibliothèque. Donc il y a vraiment comme ça des perceptions qui sont, complètement transformées parce que les personnes qu'on interroge amènent avec eux dans leur bagage, individuel. Oui, oui, c'est ça. Oui, ce que vous évoquez, c'est la question de la hiérarchie des pratiques culturelles, donc la hiérarchisation des pratiques culturelles qui revient très souvent
Et là, ça me permet de mettre l'accent sur ce qui est le cœur de mon travail et j'ai envie de dire mon cheval de bataille, c'est que le sens des pratiques numériques des ados est encore très mal connu. C'est-à-dire qu'on est toujours dans des représentations de ce qu'on croit qu'ils trouvent. Et beaucoup de gens vont encore invalider ce qu'ils y trouvent et il y a une différence entre ce que nous, on se représente de ce que ça devrait être, par exemple, rigoler devant une vidéo de TikTok ou de jouer à un jeu vidéo pendant 14 heures en ligne et ce qu'eux, ils vivent vraiment. Et là, quand on regarde, du point de vue du sens, on ne peut pas hiérarchiser comme on le fait quand on hiérarchise du point de vue du corps. Je m'explique. Si vous dites: «C'est mieux d'aller jouer au football en vrai que sur un jeu vidéo», vous aurez raison du point de vue du corps parce qu'il faut bouger, surtout à l'adolescence et on connaît les problèmes de la des activités sédentaires et cetera. Mais en même temps, si vous êtes du côté du sens et qu'un jeune vous dit: «Oui, mais quand je joue sur mon jeu vidéo, j'ai pas à me coltiner le vestiaire où je me sens pas à l'aise, et où je suis mal dans mon corps et cetera», alors là, vous aurez tort. Et ce que vous évoquez, c'est ça que ça me rappelle, c'est que la hiérarchisation des pratiques culturelles, je dis pas qu'il faut la laisser tomber, mais je dis qu'il faut avoir conscience que les jeunes ne sont pas toujours sur le même registre parce que les pratiques numériques répondent à des besoins liés à l'identité. Et donc, souvent, on se met à parler un dialogue de sourds et ça donne, des résultats comme vous avez eu, sur des parents qui se font une représentation de ce que devrait être une bonne pratique culturelle ou non. Et je rajouterais juste, on s'invalide comme interlocuteur potentiel quand on fait ça. C'est-à-dire qu'on se présente aux ados comme étant des personnes avec qui on ne peut pas discuter. Parce qu'on leur dit finalement, ça ne peut pas avoir de sens. Donc ça, c'est aussi, à mon avis, le premier combat, c'est-à-dire changer de posture et de laisser penser au moins aux ados qu'on peut reconnaître qu'ils y trouvent quelque chose, sinon on ne peut pas dialoguer. Un commentaire, Pauline, peut-être pour aller dans le même sens? Non, en fait, enfin, c'est juste effectivement, je trouve que ça met en évidence, ce que j'essayais d'expliquer à propos de l'expérience tout à l'heure et enfin, de la conception d'expérience et l'importance des contextes, en fait. C'est-à-dire que le sens, il est, suggéré toujours par, l'environnement dans lequel on se trouve au moment où on produit, une signification. Et donc je pense que c'est ce qui se passe à ce moment-là aussi, dans le cadre de l'enquête. Mais plus globalement, comprendre le sens que des parents ou des adolescents ou des enfants donnent à leurs usages ou à leurs pratiques, suppose quand même de toujours bien, prendre en compte l'environnement dans lequel ils se trouvent au moment où, ils ont ces pratiques et ces usages. Et ça pose une question compliquée pour les parents. En fait, globalement, ce qu'on essaye d'accompagner se situe chez eux et qu'on n'a pas toujours accès à ce qui se passe chez eux pour comprendre ces fameux besoins. Donc il faut qu'on trouve des méthodes d'enquête, des méthodes, d'échange, qui permettent de prendre en compte ce contexte, en tout cas un petit peu de l'évoquer dans, les discussions qu'on peut avoir avec les parents pour, avoir accès à toute la subtilité de ce sens qu'ils donnent à leur vécu en lien avec le numérique. J'ai des enfants. J'en ai 3, j'ai 3 adolescents, et le rapport que j'entretiens avec le numérique et l'éducation numérique, vous le connaissez, fait que du coup, je suis assez libertaire, on va dire. Et en fait, c'est assez régulièrement qu'ils m'interpellent sur le fait que je réponde pas à leurs messages, que je les appelle pas, que je m'en inquiète pas. Peut-être même qu'au fond, ils essayent d'animer un truc en disant, parfois ils me disent: «Non, mais alors sur Snapchat, il y a une meuf qui m'a envoyé des DM», comme si du coup, ils voulaient que je m'inquiète et du coup, je m'inquiète pas en plus. Je dis: «Ah ouais? Elle voulait parler de quoi?» Et donc je trouve qu'en fait, les adolescents, ils ont aussi intégré, en fait, une sorte de, usage autorisé, usage interdit, de ce qui est bien, de ce qui est mal et je trouve que du coup, ils attendraient de moi parfois, à mon avis, que je disqualifie certains de leurs usages pour pouvoir mieux vivre le fait de le faire. Vous voyez? Plaisir adolescent comme ça, et en même temps, quand je le fais, quand ça m'arrive, ce qui est assez rare, et ben, heu et ben, en fait, je suis pas sûre qu'ils le vivent bien d'ailleurs, mais en fait, vous voyez, c'est comme s'ils me réclamaient finalement plus d'intérêt ou plus d'inquiétude. Ils ont déjà dit: «Non, mais les autres mères, elles vivent pas ce truc comme ça». Vous voyez? Je dis ça parce que c'est intéressant, ça montre qu'en fait, quand on est sur une, je suis pas en train de dire que c'est ça qu'il faut faire, hein. Je veux dire, il y a certainement chez moi beaucoup de lâcheté, j'ai trop d'occupations, tout ce que vous voulez. Ce que je dis juste, c'est que quand ce truc arrive, ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils réclament.
Et donc ça dit aussi que les adolescents, peut-être qu'ils sont en quête de conflits sur ce sujet-là. Jocelyn? En fait, le problème, c'est que là, on parle du numérique, mais de manière plus générale, en socio-anthropo de l'adolescence, on va dire il y a 4 façons de chercher de la reconnaissance de ses parents. La première, là, je synthétise rapidement. La première, c'est: «Dis-moi que je suis comme toi». La deuxième, c'est: «Dis-moi que je suis à l'opposé de toi», et l'autre, c'est: «Dis-moi que tu n'es pas dans l'équation et que je suis quelqu'un à côté». D'accord? Et donc, un des problèmes qu'on voit dans les relations entre les parents et les enfants, c'est la recherche d'adéquation entre la type de reconnaissance que les parents vont donner et les types de reconnaissance que les enfants vont vouloir recevoir. Et donc, dans l'exemple que tu donnes, ben, on a parfaitement un exemple où, ben, il y a un type de reconnaissance qui est donné. Donc, tu es différent de moi, au même tu es en marge, je te laisse aller. Et là, eux, ils voudraient une forme de reconnaissance. Dis-moi qu'on est quand même face à face. Et c'est toute la problématique des parents qui disent: «Mais j'essaye de valoriser mes enfants et pourtant ils me disent que je ne le fais pas». Mais le problème, c'est qu'on est parfois pas sur le même registre. Et donc, cet exemple nous montre encore que la question qui se pose là, ce n'est pas le numérique, c'est qu'un moyen, en fait, pour aller chercher quelque chose d'aussi vital que de la valorisation, de la validation, quoi. Oui, mais on pourrait dire qu'ils ont intégré une norme aussi qui est celle de penser qu'en fait, avoir des usages numériques, c'est pas terrible aussi. Oui, mais ça va dépendre du pacte de connexion. C'est pour ça, tout à l'heure, quand je disais le pacte de connexion, c'est un contrat plus ou moins implicite qui lie les parents et les enfants sur le nombre d'échanges dans une durée, la fréquence acceptable des réponses. Alors, des adolescents peuvent se dire: «Moi, je vais me déconnecter de mes parents pour leur montrer que je ne suis pas en phase avec le pacte, ce qui est passé». Et on peut se dire aussi: «J'aimerais avoir plus de connexion, plus d'échanges», parce que le pacte, il est un petit peu, j'ai envie de dire, très ouvert, et très, donc vous voyez, l'idée, ce n'est pas donc là, on pourrait prendre la notion de conflit, effectivement. C'est que l'idée, c'est pas de dire, «Je veux ceci» ou «Je veux cela», c'est: «Je vais montrer à mes parents que je veux pas exactement ce qu'ils me donnent et je voudrais avoir autre chose». Et ça, c'est quelque chose de proprement adolescent qu'on voyait même avant l'apparition du numérique. Mais évidemment, une fois de plus, le numérique, à côté, les pratiques numériques vont venir cristalliser ce rapport ambigu, qu'on a vécu en notre temps, sur d'autres registres. Tu veux dire le rock? Par exemple, les musiques qui étaient fortes ou pas, à l'époque, il y avait pas d'écouteurs ou très peu. Vous voyez là? Par exemple. On vous remercie beaucoup. À bientôt.